Bonjour messieurs, séance du Cercle du renouvellement constitutionnel qui poursuit l'étude, la confrontation je dirais, de la notion de citoyen versus celle d'homme à la lumière de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est Jean-Charles qui vous présente son analyse de la DDHC à cette lumière. Jean-Charles, je te cède la parole. Bonjour. Bonjour. Alors donc, la problématique, c'est comment définir la différence exprimée entre le droit de l'homme et les droits de l'homme et les droits du citoyen. C'est-à-dire qu'est-ce qui distingue l'homme du citoyen dans cette expression et comment elle est envisagée par aussi les rédacteurs, de cette déclaration des droits de l'homme. Donc il y a deux personnages, on a donc l'homme et le citoyen, c'est tout simple. Donc, on voit qu'on a, malgré tout, il faut interpréter et l'un et l'autre, savoir de quoi on parle, de qui on parle, et puis aussi de comment les gens l'accueillent, comment les gens accueillent la figure de l'homme avec un H majuscule. J'imagine que quand même, on comprend que c'est un homme particulier, c'est un homme générique, et on dira même un homme allégorique. Et de l'autre côté, le citoyen, comment le définir et comment le concevoir. Donc, pour dire que, pour parler de l'homme allégorique, on a une allégorie de l'être humain générique, dans un premier temps, un individu souverain doté de droits, que ni la collectivité, ni l'État, ni même la religion ne peuvent lui contester. C'est-à-dire qu'on voit que lorsqu'on lit la Déclaration des droits de l'homme, tout de suite, très vite, après l'égalité, etc., tout homme est égaux et en droit, etc., on a donc l'énoncé des droits naturels. Et on voit que d'une certaine façon, les trois quarts de cette rédaction déclinent et distribuent d'une certaine façon les apanages de chacun des droits naturels. On les voit jusqu'à l'article 17 qui donc reprend l'article 2 qui parle de droit de propriété et l'article 17 qui l'explicite d'une certaine façon. On voit que c'est une espèce de distribution comme on distribue les cartes autour d'une table. On a au début les droits naturels et puis on distribue les cartes des droits naturels dans chacun des articles de la DDHC. Donc, je reviens sur l'homme allégorique. Donc, il faut quand même se rendre compte que l'homme allégorique, il est dans l'esprit des gens qui ont rédigé cette DDHC, la Déclaration des droits de l'homme. Dans l'esprit des gens, on voit que c'est un homme allégorique, etc., dans l'esprit des rédacteurs. Montesquieu, Diderot, Sieyès, Condorcet, ce n'est pas tous des rédacteurs de la DDHC, mais c'est les intellectuels qui discutaient de l'homme allégorique de l'époque. Mais les citoyens, justement, les Français qui reçoivent cet homme allégorique et qui le voient apparaître, ne peuvent pas encore se détacher comme ça d'un coup de la définition de l'homme générique qu'ils ont en tête et cet homme générique, et c'est là-dessus que je vais un petit peu disserter aussi, c'est que l'homme générique pour les gens des campagnes, etc., c'est aussi l'homme Ecce Homo, c'est Jésus-Christ. D'une certaine façon, même pas d'une certaine façon, c'est clair, lorsque les Français vont recevoir cet homme générique, ils vont aussi voir Jésus-Christ ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, il n'est pas anodin que de concevoir que la Déclaration des droits de l'homme, c'est une sorte de nouvelle table de la loi. Ce sont les 10 commandements, d'une certaine façon, que la République veut
montrer, faire descendre du mont Sinaï vers les citoyens, vers les Français. C'est vraiment comme ça que, même moi gamin, hein, je concevais, je recevais cette déclaration des droits de l'homme. Je ne sais pas si on est nombreux comme ça, mais on peut aussi se dire, ah bah c'est l'équivalent républicain des 10 commandements. Je ne crois pas que c'est une vision complètement exotique que de dire ça. Je pense que c'est quand même assez intégré par la plupart des gens. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, même gamin, dès le départ. Et ensuite, donc, on peut imaginer que, à la suite de la Déclaration des droits de l'homme, tout ce qui en découlera jusqu'à la Constitution serait peut-être même la nouvelle Bible. Voilà. Donc, on a cette affaire d'un homme qui est nanti des droits qui sont les droits, les lois fondamentales, le droit naturel. Et ce sont des droits qui, encore une fois, comme il y a une relation divine, voilà, ces droits naturels sont tellement naturels qu'on ne peut pas les contester. Ils sont naturels, ils sont obligatoires, ils sont mécaniquement l'apanage de l'homme générique, et on ne peut pas contester ces droits naturels. C'est obligatoire et on doit faire avec, d'une certaine façon, mais à savoir comment on va les distribuer dans l'esprit, les énoncer dans l'esprit des gens qui vont recevoir ces droits naturels et comment les expliciter. C'est un petit peu le rôle, c'est en fait, grosso modo, la Déclaration des droits de l'homme pourrait être une espèce de catalogue des droits naturels et comment les exprimer, les expliciter. On a donc d'un côté donc cet homme générique, homme allégorique, qui donc est nanti des droits naturels, et en face, on a ce citoyen qui, lui, va hériter du droit positif. C'est-à-dire comment on va appliquer le droit, et le citoyen est la personne juridique, c'est le français, il est en relation avec la nation, il est, bon voilà, c'est le français, le quidam, qui va recevoir le droit, et les gens de l'époque savent très bien ce que c'est que l'application du droit. On le voit à chaque mise à mort ou même mise en prison, etc. Le droit, c'est jusqu'à présent le droit du roi, le droit divin, mais c'est aussi, malgré tout, c'est ressenti comme un droit positif. Donc les gens conçoivent très très bien les deux et font la différence, et la DDHC l'exprime, et voilà. Donc les rédacteurs de la DDHC, pour reprendre toujours ce parallélisme, c'est qu'ils reprennent la distinction entre le céleste et le séculier, d'une certaine façon, le religieux et le profane. C'est-à-dire que bon, le céleste, le religieux, c'est les droits naturels, les droits fondamentaux, même si on essaye de les extirper de la croyance divine, mais malgré tout, c'est le même schéma. Et on a le droit positif qui est le droit, le séculier, le profane. On a une sorte de prémisse, mais ça c'est à commenter, une prémisse de la séparation de l'Église et de l'État avant l'heure à l'intérieur de la Déclaration des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'on a donc cette séparation de l'Église et de l'État, mais cette séparation en expression et dans le schéma des droits naturels et du droit positif, mais c'est un petit peu ce qui va ouvrir la voie à 1905 et aux débats qui auront précédé. Donc l'homme, une petite précision, l'homme peut se concevoir sans État et le citoyen ne peut se concevoir qu'avec l'État. D'accord? Donc, l'homme, c'est celui qui est au monde, il est là, dans la nature, dans l'Éden, c'est l'homme rousseauiste, le pur, le vertueux, alors que le citoyen, c'est celui qui est en société, il est dans le purgatoire, c'est le citoyen rousseauiste, perverti et corrompu par la société. Donc, toujours la même petite histoire, c'est une certaine façon d'exprimer que l'homme doit à la pénitence, parce qu'il y a toujours un fond religieux, même dans le rousseauisme, il y a ce fond religieux, l'homme doit sa pénitence, et d'une certaine façon, le pénitent, c'est le citoyen, et l'homme allégorique, c'est celui qui est pur et vertueux, et qui, d'une certaine façon, serait extirpé du purgatoire qu'est notre société. C'est quand même toujours, et la DDHC, les républicains, les sans-culottes ont beau dire et beau faire, ils restent sur ce schéma judéo-chrétien qui est quand même très
très prégnant dans la DDHC. Et dans ce nouveau monde, parce que donc l'homme allégorique, c'est aussi même les deux, l'association des deux, on va commencer à essayer de les mettre ensemble, c'est l'homme nouveau. C'est l'homme nouveau et ça donnera l'homme nouveau de la Révolution française et ça donnera donc la suite, les citoyens, etc. Mais on va en venir à cette espèce d'homme, de français à deux têtes. Le français est-il, se conçoit-il comme l'homme allégorique ou va-t-il se concevoir comme ce citoyen qui ne va subir que du droit positif et rentrer dans le rang d'une certaine façon? Ça va être une problématique que je vais essayer d'explorer rapidement. Ensuite, donc, qu'est-ce que j'ai pu écrire? L'homme est au monde, de fait, le citoyen vit en société par contrat. C'est-à-dire que le citoyen, c'est quelqu'un qui, d'une certaine façon, est soumis à un contrat, c'est le contrat social. Et donc, on a, comment dire, que l'homme, le citoyen, pardon, comme il est là par contrat, c'est une sorte de personne qui aura signé, ça serait le bourgeois, je dirais que ça serait le bourgeois de l'humanité. Non pas qu'il soit bourgeois en lui-même, parce qu'on peut tout à fait être agriculteur et ouvrier et être invité à la table bourgeoise en tant que citoyen, mais même si il est ce bourgeois de l'humanité, parce qu'il a été invité à la table bourgeoise pour signer ce contrat social en disant que le contrat social, c'est ce qui va permettre de contracter cette égalité, cette liberté commune, etc., qui est invoquée par la DDHT, on a quand même à constater que le vote reste censitaire jusqu'en 1848. Donc il y a une espèce d'hypocrisie, enfin de grain de sable dans les rouages quand même, malgré tout. Alors que l'homme, lui, il n'a pas besoin de signer un contrat. Il est le Cincinnatus. Donc le Cincinnatus, c'est cette histoire de général romain qui aura été appelé à défendre Rome à 2 reprises et devenir dictateur. Mais ça, c'est dictateur au sens romain du terme. Mais ce qu'il faut retenir dans mon évocation de Cincinnatus, c'est le symbole de l'homme qui laboure la terre et la défend à la fois. C'est-à-dire que c'est un homme qui est campé dans sa dignité, dans sa force, il laboure et défend la terre. C'est aussi ça l'homme des droits de l'homme, c'est-à-dire c'est un homme fort, voilà, donc qui a toute sa noblesse. Donc pour finir avec cette comparaison, l'homme aussi, d'une certaine façon, c'est celui qui se voue à la fraternité universelle. On va revenir sur cette idée religieuse. L'homme, c'est celui qui est le chrétien, qui parle de fraternité universelle, la dimension religieuse et mystique de la fraternité, l'homme, et le citoyen, lui, c'est plutôt la fraternité communautaire. Donc c'est le français. Il a une dimension séculaire et matérielle. Donc on a cette dichotomie, encore une fois, dans la fraternité elle-même qui est exprimée dans la devise nationale. Fraternité universelle, c'est l'homme, et la fraternité communautaire, c'est le citoyen. Donc on a le germe de cet universalisme français qu'on va pouvoir commenter. Donc l'homme, c'est l'humanité chrétienne, d'une certaine façon, et le citoyen, c'est la nation humaniste. Donc cette espèce de mix permet à la Révolution française de rendre compatible, aux révolutionnaires, de rendre compatible l'idée républicaine avec la religion et ne pas se mettre à dos, et ça c'était très important, l'Église, voilà. Donc on a, excusez-moi, la DDH détermine des principes et définit des notions dont découle la légitimité des actes. Donc les droits de l'homme, c'est la légitimité des actes. Et c'est un petit aparté, ce n'est pas la réalisation et l'efficience
c'est-à-dire les lois en elles-mêmes, elles parlent surtout de la légitimité des actes et non pas, et ça c'est une petite assertion que j'avais faite dans mon texte, je m'en excuse. Voilà. Alors donc, l'interprétation de toutes ces choses-là, c'est de dire qu'on a l'universalisme, ça permet l'universalisme, mais on arrive quand même à un problème d'imposture. Avec la DDHT, les républicains s'attaquent à la figure de l'homme allégorique, s'attache, pardon, la figure de l'homme allégorique. L'homme allégorique est intouchable, comme je l'ai dit, grâce au halo des droits naturels qui le protègent. Il jouit de l'habeas corpus dans les articles 7, 8 et 9 et du droit externe, du seul droit externe des droits naturels, c'est le droit de propriété qui est inviolable et sacré. C'est écrit inviolable et sacré. Ça aussi, c'est encore aussi la preuve d'une référence religieuse à cette DDHC. À travers le mot sacré. Donc, chaque homme peut revendiquer le statut de l'homme allégorique. Je ne sais pas si vous vous rendrez des comptes. Donc, vous sortez de votre campagne, vous êtes un pauvre agriculteur avec au mieux métayer, mais souvent encore un peu serre, ou alors ouvrier dans sur les... Enfin voilà, je vais pas aller plus loin, mais enfin grosso modo, vous êtes un pauvre français, voilà, et tout d'un coup, vous êtes l'homme allégorique. C'est ce qu'on est en train de vous raconter. Donc en fait, vous êtes le fan qui devient une star. En tout cas, un homme qui, pour le coup, le spectateur qui peut monter sur scène. Voilà, on vous dit, mais voilà, vous êtes l'homme allégorique. Donc c'est en fait une promesse chrétienne c'est la promesse chrétienne, les derniers seront les premiers. Le ciel promis à tous est accessible ici et maintenant, grâce à la Révolution française. C'est un super cadeau, tout le monde a gagné au loto. Donc voilà, et chaque personne est enfin légitime à faire valoir et défendre son intérêt particulier. Chaque personne a des droits. Voilà, c'est complètement incroyable. Parallèlement, le bien et la félicité sont transformés en bien commun et en intérêt général. C'est-à-dire que ce qui est voulu par la religion, le bien, la félicité, etc., ben voilà, le bien, c'est le bien commun, la félicité, c'est l'intérêt général réalisé, etc. Grâce à la DDHT, tout devient universel, le droit de tous et le droit pour tous. Voilà, c'est quelque chose, c'est une déferlante. Chacun qui traverse la rue peut se dire « je suis l'homme universel ». Alors donc, mais il y a quand même une grosse désillusion, c'est que la mécanique se grippe parce qu'il y a tout de suite l'opposition entre l'intérêt collectif et l'intérêt particulier. Chacun va vouloir dire je suis voilà, j'ai tous les droits, hein, je suis l'homme allégorique, mais il va falloir distinguer entre l'intérêt particulier et l'intérêt collectif, et là ça va poser des problèmes au quotidien. Chacun se tutoyer, entrer, nanti de sa condition d'homme, mais parfois confonder l'intérêt particulier et l'intérêt collectif, et c'était quand même difficile. Donc la mise en application des dispositions de la DDHC est notablement défaillante. L'universalité parfaite devient un échec. Et d'ailleurs, ces tablettes, la DDHC disparaît des tablettes jusqu'en 1946, et même je crois que Christian en aparté m'a expliqué que en fait elle était habilitée vraiment juridiquement, cette déclaration des droits de l'homme en France qu'en 1971, si j'ai bien retenu. Donc, c'est alors qu'au lieu d'être l'homme allégorique, chacun s'aperçoit qu'il est cette personne juridique qui s'appelle le citoyen. Donc, il va falloir en rabattre. Le citoyen n'a pas affaire à l'Olympe, il ne descend pas du mont Sinaï, il a affaire à l'administration des prétoires. Donc, voilà, le citoyen est l'ange déchu et déçu des Lumières. Et donc, il y a une grosse désillusion au moment de l'application de cela. Donc, on a aussi une application pour parler de la modernité, malgré tout, de cette notion des droits de l'homme et de la République. La République participe de l'évolution, on peut même imaginer qu'elle participe de l'évolution de l'espèce humaine. C'est-à-dire qu'on passe de l'humain à l'homme, et de l'homme au citoyen. Il y a une espèce d'arbre d'évolution, c'est-à-dire qu'on passe de humain-animal à être conscient,
l'homme, et ensuite il est adapté à la vie collective, le citoyen. Il y a une espèce de parcours comme ça, de dessin darwinien, d'imagerie darwinienne, et on a aussi donc ce passage de la nature à la spiritualité, c'est-à-dire de l'humain à l'homme, et de l'homme au citoyen. La spiritualité a une matérialité de la société et l'efficience positiviste, on va dire, de la société, le positivisme qui apparaîtra, et même le scientisme, etc. On a donc aussi de l'humain, l'homme, le citoyen, on passe de la survie à l'autonomie, c'est-à-dire l'homme, le Cincinnatus dont je vous ai parlé, l'homme fort qui est droit sur sa terre et qui protège et qui laboure la terre, et de l'autonomie, on passe au commerce, le citoyen, commerçant, en société. Donc il y a une espèce d'arborescence comme ça. Et on a aussi une tentative de syncrétisme à travers l'idée qui se développe dans les droits de l'homme, christianisme et république, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, et comme j'ai abondamment commenté, que les Lumières deviennent, et enfin on s'arrange en tout cas pour que les Lumières soient compatibles avec la religion chrétienne. Les hommes sont les ouailles de l'Église et les citoyens sont les ouailles de la République. Donc il y a une tentative de syncrétisme entre ces deux concepts, christianisme et république. Donc, et enfin, pour ce commentaire, on a aussi cette idée, on pourrait aussi envisager que des citoyens, enfin pas des citoyens, des Français, des hommes de France, puissent aussi arguer que la République serait messianique. C'est-à-dire qu'on a d'une certaine façon, et je suis désolé, mais les citoyens à l'époque, les Français à l'époque, lorsqu'on leur parlait d'hommes, dans l'Église, dans les prêches, l'homme, c'était aussi, en tout cas homme générique, forcément quand on leur parle d'homme, c'est un individu. Mais lorsqu'on tentait de décaler le sens de l'homme avec cet homme générique, cet homme allégorique, on pensait à Ecce Homo, on pensait, comme je l'ai dit au départ, à Jésus-Christ. Et ce qu'il y a de assez particulier, c'est que l'homme, donc d'une certaine façon, est Jésus, le Fils de Dieu, mais en fait, le citoyen, d'une certaine façon, c'est le Fils de l'homme. C'est dans cette évolution dont je vous ai parlé, c'est aussi, et le Fils de l'homme dans les évangiles, c'est qui? C'est le Messie. Et d'une certaine façon, on peut imaginer que dans l'idée, si j'ai cette idée, si je la formule, je pense qu'il pouvait être, d'une certaine façon, ce que la République aura apporté, c'était de devenir eux-mêmes le Messie. C'est-à-dire que chacun était un Messie potentiel. Il était le Fils de l'homme. Et c'est ça aussi la force de l'idée de la DDHC. Donc, il y a un gros problème, c'est à travers l'égalité qui est en particulier, qui est vantée par la DDHC, c'est que en fait, il y a ce problème que, et j'en ai terminé, mais c'est sur l'État. L'État doit. Il y a une désacralisation, c'est-à-dire on veut sacraliser, à l'inverse, on veut sacraliser le droit et le mettre, essayer d'associer le droit naturel et le droit positif à travers cette entourloupe, et c'est un effort qu'il n'arrive pas à formuler, mais c'est l'effort, c'est peut-être même l'intention. Et donc, il y a Abélard qui disait, il y a bien avant la Révolution, qui disait l'État doit s'occuper du crime, mais laisser la morale s'occuper du péché. Et la grande problématique de la DDHC et de la Révolution française, c'est qu'on a tenté de rendre la morale, de faire de la morale une morale collective. Et faire de la morale quelque chose de collectif, c'est la marche vers le totalitarisme. C'est-à-dire que les lois doivent être collectives, mais la morale doit rester individuelle.
Et l'égalité, l'égalité, c'est-à-dire de vouloir que les lois, que la morale concerne le collectif, on arrive à pouvoir vouloir absolument s'occuper de la vie de tout le monde, et c'est ce qui permet, par exemple, on est pour, on est contre, mais ce qui permet de vouloir constitutionnaliser l'IVG, par exemple, de mettre l'IVG dans la Constitution. On peut décider d'une certaine façon, la morale étant collective, on peut décider tous ensemble de tuer les juifs, les gitans, machin, etc. C'est-à-dire que le fait que la morale devienne collective, c'est le chemin du totalitarisme. Et c'est ce qui est dans la DDHC un gros problème, c'est-à-dire que en fait c'est l'enfer de la gauche qui veut, enfin c'est-à-dire qu'on génère hein, d'une certaine façon, c'est une idée de gauche de vouloir l'égalité, la fraternité, la liberté pour tout le monde, et la gauche s'est appuyée là-dessus, et on arrive à une sorte de volonté, de vérité affichée, universelle, descendant du ciel, et d'une certaine façon, on a donc ce droit naturel, c'est en fait le prêche de la gauche qui va pouvoir s'associer la vérité absolue, et à partir du moment où, parce qu'elle a raison en tout, elle va pouvoir l'imposer à tous. Et c'est ça le grand problème, c'est la prétention divine, biblique, qui est dans la DDHC et qui pose problème. Et on arrive là au bout du bout de mon exposé, mais aussi au bout des outrances que peuvent poser à notre époque l'esprit des droits de l'homme. Voilà. Alors, tout de suite, je voudrais demander quelque chose avant de prendre la parole ou que Luc la prenne. Est-ce que, Jean-Charles, tu pourrais nous donner une conclusion de ton exposé? C'est-à-dire, bon, ton exposé, ça traite de homme versus citoyen, la problématique de la mise en perspective de l'homme et des citoyens à l'intérieur de la DDHC. En 3 lignes, est-ce que peux-tu nous faire une conclusion, de synthèse? Voilà. Qu'est-ce que c'est ta conclusion? C'est pas la première fois que tu me fais ce coup-là. Alors non, donc je vais essayer. Mais c'est pas un coup. Si tu vas, non, mais parce si tu que vas à j'ai. l'université. Non, c'est pas un coup, moi. Non, mais non, excusez-moi. Non, mais j'ai quand même. Avec une introduction. Oui. Un corps et une conclusion. Enfin, oui, mais j'ai essayé justement de conclure. En synthèse, tu veux dire quoi? Ma démonstration en remettant, en fait, on va dire l'objectif de ma présentation, c'est de remettre en cause l'esprit et les bonnes intentions. C'est comme souvent dans ma démarche, c'est-à-dire que les pavés, l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est d'essayer d'extraire de la Déclaration des droits de l'homme et de toutes ces bonnes intentions l'enfer, de dévoiler l'enfer qui est caché derrière cela. Ça, c'est la méthode. Et c'est ça l'objectif en général de mes interventions. Voilà. Tu nous expliques ta méthode, mais est-ce que tu peux nous donner ta conclusion? Ma conclusion, encore une fois, là tu me cueilles, je ne sais pas. Ma conclusion, c'est de dire que on arrive à un problème de totalitarisme qui est à l'intérieur de la DDHC. Je suis désolé, je ne sais pas faire. Non, mais c'est clair. Oui, tu sais, et nous le déplorons. Et voilà, tu peux déplorer, je ne sais pas faire. C'était quand même assez ennuyeux parce que du coup, ça a quand même du mal à suivre le discours. Non, mais attendez, moi je veux défendre. Alors moi j'ai du mal. Hein. Non, mais je vais défendre Jean-Charles. Bon, je vais intervenir en premier. Je vais prendre. Oui, Jean-Charles, je t'ai un peu poussé, enfin disons, mis la pression pour que tu nous donnes une conclusion. Et finalement, tu l'as donné. Et la conclusion, c'est ce que tu as dit à la fin. Hein, à la fin, oui. Tout ton
ton raisonnement, ton argumentation, je dirais, bon, des dissertations, ça a quand même pour objectif, me semble-t-il, de dire que eh ben, la DDHC, elle conduit au totalitarisme. Hein, voilà. Bon. Alors, Enfin, je voudrais amender quand même juste une dernière chose. Effectivement, encore une fois, tu l'as dit, c'est toujours un problème, et aussi dans ma méthode aussi, c'est de savoir et de dire où placer le curseur. Parce que de toute façon, toute bonne intention peut aller soit dans le meilleur, soit dans le pire. Et moi, ce que je dis, c'est que trop souvent, en ce moment, dans l'état de la société actuelle, nous poussons les curseurs beaucoup trop loin et que nous arrivons trop souvent au pire. Voilà. Non, mais, ah ben, ça change tout par rapport à ton discours précédent. Oui, alors bon, bien. Alors, puisque c'est très intéressant, il y a énormément de choses. Moi, je trouve, c'est pas que je trouve, ça confirme que tu as énormément d'imagination. Ah, c'est remarquable, c'est énormément d'imagination. Bon. Alors, tu as dit des choses, de mon point de vue, des choses vraies et des choses fausses. Tu dis, la DDHC, tu la compares aux 10 commandements. Bon, pourquoi pas, mais c'est pas argumenté. Moi, je trouve que c'est très différent, mais bon. Alors, tu essayes de donner des argumentations, je vais y revenir. Tu dis que c'est un catalogue des droits naturels. Alors, c'est pas un catalogue des droits naturels, il y a 4 droits naturels et sacrés, tu vois, donc, qui sont donnés, et la DDHC dit, compte tenu de ces 4 droits naturels, voilà, je vais vous donner ensuite un certain nombre de principes. Tout en sachant qu'on conserve toujours ces 4 droits naturels. Bon, c'est pas un catalogue, hein, c'est différent, c'est une architecture avec en surplomb 4 droits naturels, effectivement, mais ensuite, c'est du droit positif. Bon, donc, voilà. Les gens font bien la différence. Alors, tu dis homme allégorique et homme judiciarisé, hein, voilà. Les gens font bien la différence. Ça, je ne suis pas sûr du tout que les gens fassent bien la différence. Tu peux le dire, mais il faudrait donner. Moi, je pense qu'ils ne font pas la différence. Hein. Bon. Et je dirais que les gens ne font pas la différence. C'est-à-dire que je peux autant l'affirmer que toi, tu as affirmé le contraire. Les gens ne font pas la différence, mais je dirais même, à mon avis, cette fois, le législateur, lui, n'a pas fait la différence entre homme et citoyen, et mon interprétation, elle est différente. Alors, de toute façon, c'est interprétation contre interprétation, c'est credo contre credo. On n'a absolument aucun argument, aucun moyen, disons, de preuve factuelle pour démontrer ce que tu dis, que pour démontrer ce que je vais dire. Moi, je dis que l'homme dans les DHC, c'est pas cet homme allégorique, c'est cet homme religieux, céleste, hein, tu as dit céleste, voilà, homme céleste, mis en perspective d'un homme soumis, d'un homme profane, d'un homme séculier, soumis au droit positif. Non, je dirais que l'homme, c'est l'homme international. Et que les rédacteurs de la Constitution ont employé hommes et citoyens parce qu'ils avaient déjà, alors, idée qui a été reprise ensuite par les bolcheviks, puisque donc le socialisme avait vocation à s'étendre dans tous les... Staline ensuite a réduit avec cette idée de socialisme dans un seul pays, qu'a combattu Trotsky, évidemment, mais le léninisme, c'est le socialisme. On fait ça en Russie, mais c'est pour toute l'humanité. Bon, et il y avait déjà cette idée-là dans les rédacteurs des droits de l'homme. On va dire homme parce que l'homme, c'est l'homme international. Et cette DDHC est la vocation à être appliquée dans tous les pays du monde. C'est pour ça, à mon avis, hein, bon, je veux pas le prouver. L'universalisme dont je parlais. Internationalisme, voilà. Bon, c'est politique. Attention, là, on est sur un texte politique, on n'est pas sur un texte philosophique. Bon, et cette charte politique, cet énoncé de principe, il a vocation à être internationalisé. Et alors, bon, séparation de l'Église et de l'État, là c'est une... c'est du roman. Pour moi, c'est du roman, c'est très intéressant, tu pourrais faire un roman là-dessus,
Mais bon, les arguments qui vont dans le sens de ce que je dis me paraissent politiquement plus nombreux que dire qu'on a voulu déjà séparer l'Église de l'État. Non, on a voulu mettre sur la scène politique l'homme international et dire en France, nous sommes les premiers à avoir réfléchi aux droits de l'homme. Alors c'est les citoyens, c'est en France, mais ce citoyen doit aussi s'appeler homme parce que cette DDHC, il faut que vous l'appliquiez dans tous les pays. Alors, quelque chose sur le vote censitaire. C'est plusieurs fois que tu répètes que le vote censitaire, voilà, il n'a pas été appliqué, et puis il a fallu attendre 1848. Alors, bon, le vote censitaire, qu'est-ce que ce sens, c'est les sous. Bon, c'est-à-dire que ne peuvent voter que des gens qui payent un certain niveau d'impôt. Hein, ça va être 300 francs. Ceux qui ne payent pas en dessous du niveau d'impôt, ils ne votent pas. Bon. Eh bien, ce vote censitaire, je m'inscris en faux. Il a été combattu par Robespierre avec le fameux décret du marc d'argent. Le décret du marc d'argent mettait à bas le principe censitaire et la constitution, la sublime constitution montagnarde de 1793 a établi le vote pour tous indépendamment de l'euro. Elle n'a pas été appliquée, elle n'a pas été appliquée parce qu'on a coupé la tête du mec qui avait fait ça. Bon, mais l'acte a été posé, elle n'a pas été appliquée. Bref, voilà. Bon, elle n'a pas été appliquée, ça ne peut pas le contredire. Hein, bon. Et, mais Robespierre a eu la tête coupée quelques années plus tard. Ah non, la constitution de 1893 et Robespierre a été exécuté en 1994. Bon, c'est pas quelques années plus tard, hein, c'est quelques mois plus tard. Bon. Et, bah oui, c'est juste la montagne. La montagne est restée au pouvoir 9 mois, 11 mois, bref. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'il y a eu un acte politique, juridique, il y a eu une constitution qui a été écrite, il y a eu donc, cette déclaration des droits de l'homme de 1793 qui instaurait le suffrage universel. Voilà. Bon, donc ça date de là, le suffrage universel. Alors, ensuite, alors, j'en viens à ta conclusion. La DDHC, c'est une horreur absolue, c'est satanique, parce que ça impose une morale collective. Mais, mon cher Jean-Marc, les principes politiques, c'est de la morale collective. Alors, ça veut dire que si on ne fait pas de morale collective, on n'a pas le droit, ou c'est pas recevable politiquement, du point de vue de l'action politique, c'est pas recevable d'écrire des principes. Voilà. Bon. Et bon, je pense le contraire, c'est-à-dire que le rôle de l'institution politique, d'un mouvement politique, c'est d'écrire des principes. Et donc, effectivement, faire des principes qui décrivent une morale collective. Alors, et le fait que, alors, disons, cette caricature de la DDHC que tu dis en disant, elle fait de la morale collective, c'est le chemin du totalitarisme parce qu'elle impose une vérité qu'on ne discute pas. Et donc, à partir du moment où on impose, alors, il y a les droits naturels, il y a aussi un certain nombre de vérités qu'on ne discute pas. Je traduis ce que tu dis, je répète plus exactement. Et donc, à partir de là, on impose la vérité absolue et c'est le totalitarisme. Alors, je dirais que d'une part, la DDHC n'a pas été écrite dans cet esprit-là. Elle n'a pas été écrite pour imposer des choses très, très précises et pouvoir ensuite étotilater. Elle a fait exactement le contraire. C'est-à-dire qu'elle a écrit des choses absolument pas claires, absolument à double entrée, pour qu'on puisse effectivement, le cas échéant, utiliser le totalitarisme. Parce que il y a deux types de totalitarisme. Il y a le totalitarisme, disons, fasciste, on a des exemples, hein, ou napoléonien, disons, ou hitlérien, mussolinien, ou je suis là, je commande, bon, ou le totalitarisme monarchique. Et puis, il y a le totalitarisme, je dirais, oligocratique, démocratique, hein, qui dit nous allons écrire quelque chose qui ressemble à une constitution de liberté, c'est-à-dire qui écrit dans les textes la liberté des citoyens de faire tout ce qu'ils veulent, hein, c'est formidable, hein, mais on l'écrit de telle façon que si jamais on en a besoin un jour, on va
mettre des lois totalitaires. Et c'est exactement la façon dont a été écrite notamment la DDHC, parce que la Constitution de 58, c'est une Constitution qui, on le verra, on va se mettre à l'étudier, à 90% elle est écrite à cuisine électorale. Bon, mais les principes qui sont contenus dans la DDHC, les principes qui sont contenus dans le préambule de 46 et également, on l'a vu, dans la Charte de l'environnement, sont des principes qui permettent d'être interprétés de différentes façons, de multiples façons, qui peuvent aussi générer des lois tout à fait totalitaires et autoritaires et privatrices de liberté, en disant, mais voyez, on s'appuie sur ce qui est écrit dans les DHC. Donc, c'est pas tellement par le fait d'énoncer des vérités inébranlables, parce qu'en fait, à part les 4 vérités, on ne touchera pas à notre propriété, on ne touchera pas on aura le droit de se soulever contre l'oppression, on ne touchera pas à la sûreté, on ne touchera pas à la liberté. À part ça, eh ben, tous les 14 autres ou 17 autres articles de la DDHC, c'est des articles qui ne posent rien de précis. Voilà. Bien, ben, écoutez, j'en ai terminé, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, bon, tu as dit pas mal de choses que j'aurais pu dire, Christian, donc ça va m'éviter de les répéter. Je dirais quand même que la démarche de Jean-Charles, elle est utile, je pense, à nos travaux, parce que c'est une démarche qui est différente de celle que moi je peux avoir, ou que toi, Christian, tu as, que j'appellerais une démarche top-down, c'est-à-dire où vraiment on aborde les choses par les principes, puis on essaye de descendre et de décliner. Et là, on a plus une approche que je dirais bottom-up, qui prend des éléments épars, puis après essaye de les réagencer, de les analyser, etc. Et je pense que c'est utile pour une partie des gens pour lesquels nos travaux sont peut-être un peu très théoriques et très... comment dire, l'intello, ouais. Donc je pense que c'est malgré tout utile à nos travaux. Sur la DDHC, l'étape de la loi. Alors, tracer une table d'égalité, un trait d'égalité, comme l'a dit Christian, c'est justement, ça serait le cas si ça se voulait une expression du droit naturel. Or, ce ne l'est que extrêmement partiellement, puisqu'on a juste, c'est dit dans le préambule qu'il faut qu'il soit respecté, puis après on a 4 mots, puis débrouille-toi avec ça. Donc, si c'était des tables de la loi, mais quelque part, ça relève quand même malgré tout de cela. Parce que c'est comme j'ai eu l'occasion de dire dans d'autres débats récemment, il y a une question de légitimité qui est importante du pouvoir à garantir. Avant, elle venait d'une onction divine. Là, elle vient de quelque chose qui dépasse l'homme, forcément, pour légitimer, qui dépasse le gouvernant à l'instant T, je dirais, il faut qu'il soit légitimé par quelque chose de plus grand que lui, fatalement. Et donc, on le trouve justement dans ce droit naturel, dans une expression, je dirais, qui est ce qu'elle est et qui est extrêmement partielle. Alors, est-ce que c'est une tentative? Je reprends mes notes. Alors, après, il y a la notion de citoyen. Je dirais dans la notion de citoyen, ne pas oublier quand même la notion de nation, quand même. Hein. Le citoyen existe par rapport à la nation. Ça, c'est vraiment important. Par le contrat social, justement. C'est ce qui va faire le nœud de tout ça. Hein. C'est pour ça que c'est si important et que tout ça se fait dans une constitution, et c'est complètement en rapport avec nos travaux. Donc. Oui, alors tu dis sur l'hypocrisie, Christian en a parlé un petit peu. Je dirais que c'est pas tout à fait là. Enfin, c'est qu'en définitive, en vérité, s'il y a une hypocrisie, c'est qu'on te fait croire qu'on va respecter justement l'homme, le droit naturel, l'homme intemporel, universel, etc.
Mais en réalité, c'est un attrape-nigo parce que justement, c'est pas du tout bien exprimé et on s'en fiche pour justement que ça puisse être interprété en temps réel par les avocats qui vont bien d'ailleurs. Que ce soit des gens qui soient issus de ces professions-là, qui sont souvent sont souvent en politique, c'est pas du tout un hasard. Je pense que c'est vraiment un cache-sexe, uniquement un attrape-nigo pour que le système capitaliste, pour que les capitalistes puissent, en définitive, décider entre eux de la politique à conduire. Donc, je dirais, pour moi, l'attrape-nigo, il est vraiment là. Hein, c'est vraiment un cache-sexe pour les attrape-nigo. Et donc, alors par après, alors si je continue, il existe un hiatus. Oui, alors non, je vais continuer là-dessus. Donc après, tu parles de la fraternité, d'une mystique, etc., d'une universalité. Donc tu pousses jusqu'à dire il y a une mystique derrière et tout ça. Bon, la notion de fraternité, elle n'existe pas hein, dans la DDHC. Hein. C'est dans la devise de la République française. Et je pense que ça a vraiment un sens, moi, pour moi, hein, ça a vraiment un sens, mais qui est inachevé aujourd'hui et qui était, c'est un peu ce que Trotsky appelait la notion de révolution permanente et qui a été reprise d'ailleurs dans la Commune de Paris. Hein. C'est-à-dire que la fraternité, c'est une avancée par rapport à au prochain modèle de société qui se mettra en place, mais qui n'a aucune réalité dans les politiques et les constitutions actuelles. Alors, effectivement, il y a une dimension peut-être spirituelle qu'on pourrait voir là-dedans. Je suis assez d'accord, et c'est peut-être ce lien-là, par ce lien-là, justement, enfin moi, dans les travaux que j'ai pu faire sur un PCCR, c'est chemin faisant, justement, je me dis, mais comment faire pour réconcilier avec cette histoire de spiritualité? Justement, c'est le lien qui peut être fait par le droit naturel. Mais là, le droit naturel n'est pas du tout exprimé. Enfin, pour moi, il n'est pas exprimé. Enfin, soyons clairs, pour moi, il n'est pas exprimé. Il est juste, on t'a acheté 4 mots comme ça et puis c'est tout. C'est juste, comme l'a dit Christian, oui, Christian, c'est juste plutôt du droit ordinaire, je dirais. Et juste 4 mots mis comme ça. Mais du coup, et là, bon, là, je vais peut-être faire un procès d'attention, mais après, il y a cette question, du coup, si on y rentre la mystique, alors je ne sais pas si c'est ton intention, mais de rentrer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, dans les milieux intégristes, qui parlent justement d'une diabolisation, et qu'en fait, ces droits de l'homme, la révolution de 1789, c'est un acte du diable, c'est diabolique, il faut absolument mettre ça à bas parce que c'est justement une œuvre diabolique. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça, hein, enfin beaucoup de gens. Heureusement pas beaucoup, mais dans les milieux intégrés, ah oui, oui, et dans les milieux monarchistes, bah, ah oui, ah bah oui, oui, mais oui, oui, oui. Ah bah tu sais, ça existe et c'est, crois-moi que c'est pas aussi. Et ça m'a fait penser à quelque chose, si tu veux, et excuse-moi Jean-Charles de dire ça, mais ça m'a fait penser à un discours donc, alors je me rappelle plus du nom, de Laibi ou un nom comme ça, d'un gars qui est un musulman et qui fait beaucoup de discours. Et je me rappelle plus exactement son nom, qui était à Pétos il y a 2 ans. Zérib Aibi, je sais pas quoi, oui. Et qui a un discours. Et en fait, j'ai regardé un petit peu ses livres qui étaient exposés. Qui sont très, en fait, moi je pense que c'est un islamiste radical qui est là mais qui a un discours tout à fait similaire à ça, qui diabolise. Alors, similaire, pas forcément dans le contenu, hein, mais enfin, je dirais très touffu, qui part dans toutes les directions, qui n'arrive pas à se canaliser, qui ne conclut pas non plus, et dont je crois, moi j'ai compris un peu sa méthode, si tu veux, c'est de semer en fait la confusion dans l'esprit des gens. Et que les gens soient tellement perdus à un moment donné, dire ah bon ben moi et à ce moment-là il arrive, il a une solution, mais moi j'ai la solution simple, c'est l'islam. Et je pense qu'il y a ça fait partie d'une rhétorique parce que enfin franchement c'était hallucinant. Bon bref,
alors, je sais pas si je te fais un peu un procès d'attention là. Oui, non, mais je vais y aller. Donc, c'est un appel en fait à structurer ton discours. Si tu veux pas être classé avec ce genre de personnage. Oui, oui, oui. Alors, quoi d'autre? Oui, j'avais marqué quoi là? Ah oui, alors, alors, par contre, il y a un hiatus, effectivement. Il y a un hiatus dans le droit naturel. C'est effectivement, c'est qu'il est censé naturel, donc universel et intemporel. Et c'est une vraie difficulté dans sa transposition en droit positif, dans son inscription. Et je pense que c'est vraiment effectivement important que nous ayons ça en tête. Et je pense que les deux façons de s'en sortir, c'est d'une part de dire, eh bien, ce droit naturel doit rester en tant que tel d'un niveau philosophique et être transposé localement et temporellement, enfin dans le temps, mais de façon spécifique à chaque endroit et à chaque époque. Moi, je dirais que c'est une première déclinaison, c'est-à-dire qu'il y a cette chose qui est d'un niveau méta supérieur, mais que, comme c'est d'un niveau méta supérieur qui nous est difficile il n'y a que quelques philosophes qui arrivent éventuellement à s'y approcher, et du coup, c'est à nous de le transposer à chaque fois, localement, temporellement, dans la situation présente, et c'est l'œuvre du politique, en définitive, voire du métapolitique. Parce que ça se trouve encore à un niveau méta par rapport au politique. Et puis, l'autre façon de l'adresser, je pense, c'est que ça soit révisable. C'est-à-dire que, voilà, la DDHC, elle est posée quelque chose, elle est gravée dans le marbre, hein, enfin, voilà. Et il faut que ça soit quelque chose qui, par nature, puisse être Dernier point, parce que j'ai l'impression d'être un petit peu long. Est-ce que ça conduit au totalitarisme? Non, je ne crois pas, parce que c'est un phénomène en tant que tel, hein, la DDHC en tant que tel, non, parce que le totalitarisme dans nos sociétés est un phénomène quand même récent, très récent, qui est consubstantiel au capitalisme pourrissant. C'est très... Il n'y a pas eu à l'époque, tu prends au début du XXe siècle, il n'y a pas cette tentation totalitaire. Tu as des affrontements, etc., mais ce n'est pas totalitaire. Aujourd'hui, c'est devenu, on est effectivement dans une démarche totalitaire, ce qui explique les restrictions des libertés, etc. Mais c'est un phénomène récent parce que les capitalistes savent très bien qu'ils sont en train de tirer leur dernière cartouche, en réalité. Et donc, forcément, ça crée une sensation d'urgence de leur côté, d'essayer de verrouiller tous les boulons. Et puis, les prêches de la gauche, oui, ils sont dans leur rôle pour sauver le système. Hein. Ça, enfin, de la gauche telle qu'on l'entend, pas de la vraie gauche. Voilà. Bon. Alors, écoute, oui, tu pointes le fait qu'il faille que je structure le discours. Je suis bien d'accord, hein, on est bien d'accord. Je ne suis pas une personne qui a abouti à un travail, qui a écrit un bouquin et qui a mis un point final à sa réflexion. Et c'est toujours bien d'avoir conscience que on n'a pas mis je n'ai pas mis un point final à ma réflexion. Et là, je vous sers. Et d'ailleurs, parfois, je relis un petit peu les travaux que j'ai faits en votre compagnie. Et il y a des choses que j'ai écrites qui doivent être modulées, arrangées, précisées, etc. Donc oui, mon discours n'est pas encore finalisé et la réflexion que je vous ai présentée aujourd'hui n'est pas aboutie. D'ailleurs, au moment où vous m'avez demandé une conclusion, j'ai été un petit peu jeté dans les cordes parce que je ne savais pas vraiment comment répondre à cette demande. Malgré tout, le fait de structurer les discours et d'introduire une espèce de confusion sur la lecture de la DDHC ne mène pas à l'islamisme ou au satanisme. Ce n'est pas du tout mon intention et ce n'est pas mon discours. Moi, ma problématique, c'est de constater qu'effectivement, sur la foi d'une vérité universelle, et tu viens de parler du fait que c'était gravé dans le marbre et qu'il aurait fallu que ce genre d'écrit soit révisable, qu'on puisse réécrire et modifier ce genre de choses, cette table de la loi, puisqu'elle est gravée dans le marbre, encore une fois, quand même, j'y tiens, on arrive
à pouvoir générer des vérités universelles que c'est accaparé la gauche en particulier avec des idéologies qui ne souffrent pas de contestation sauf à être incriminées, jetées vers l'extrême droite, jetées vers le fascisme, etc. Dès lors qu'on dévie et on arrive aux excès wokistes de revendications identitaires et aux contradictions, c'est-à-dire que je veux être libre d'être ce que je veux et pourtant donc je suis donc différent, mais en même temps je veux que tout le monde soit égaux. Donc comment on fait entre gérer l'égalité et cette revendication de différence à tout crin, on est tous différents mais on est tous égaux, donc il y a un gros problème. Donc on arrive à ce problème qui est de pousser le curseur beaucoup trop loin par rapport aux principes édictés au départ dans la DDHC. Et je pense que le totalitarisme qu'on voit émerger, moi je pense que malgré tout, sur la foi, bon peut-être de la DDHC, mais peut-être effectivement d'idéologies qui sont inscrites à la même époque et autour, et pas forcément dans la DDHC, on arrive à des excès qui sont dus à l'évolution technique. C'est-à-dire que les ambitions totalitaires, les ambitions de vouloir gérer, légaliser, juridiciser absolument tout et partout, s'opposer à pendant tout le 19e et même le 20e, à des problématiques techniques. C'est-à-dire que tant que techniquement on ne peut pas incriminer un tel, repérer telle infraction, etc., eh bien on échappera à l'infraction. Mais on a maintenant, avec la numérisation, l'informatisation de tout, on a toutes les choses qui étaient laissées dans la marge ou en deçà des radars juridiques, eh ben, on arrive à les isoler et à les incriminer, les judiciariser, et on arrive à ces excès à cause de l'évolution technique. Voilà. Mais peut-être que le creuset de tous ces excès était inscrit dans cette volonté, et là justement j'en viens à cette histoire de morale collective. La morale collective, c'est une prétention à vouloir rentrer dans l'intime de chacun. C'est-à-dire qu'on peut... en fait, le libéralisme, d'une certaine façon, c'est ceux qui veulent protéger le citoyen des excès de l'État. Alors que d'une certaine façon, la Révolution française, et là peut-être au-delà de la DDHC, c'est de vouloir donner tout le pouvoir à l'État pour, comment dire, gérer, agencer la vie des gens, le comportement des gens, mais maintenant, mais aussi, et c'est ça le problème, et c'est peut-être ma conclusion ou ma peur, c'est que d'une certaine façon, on veut rentrer dans l'intime, dans l'esprit des gens, à partir de cette morale collective, alors que non, le droit doit être géré des problématiques collectives, des problématiques collectives, mais dans l'espace public. Et là, le fait qu'on ait cette république qui avance avec un curseur aidé par les techniques, on en arrive à l'excès de vouloir rentrer dans l'intime. Regardez les lois actuelles qui sont en train de sortir, comme quoi maintenant, même dans le privé, on ne doit pas avoir des propos qui incriminent telle et telle, enfin, qui remettent en cause telle et telle idée. Donc voilà, effectivement, c'est pas encore bien structuré. Il faudrait peut-être que j'écrive un livre ou que je mûrisse mon idée, mais je pense qu'il y a quelque chose là qui est problématique. Et justement, c'est quand même cette morale collective que Christian trouve tout à fait normale, mais je ne réussis pas à m'y résoudre là en l'état de ma réflexion. Laissons Christian répondre.
Oui, alors quelques... Ah, on n'entend pas. Oui, Ton micro. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Alors oui, quelques réactions par rapport aux derniers échanges. Et je m'interroge sur la dimension spirituelle que Luc évoque concernant la DHC. Alors je reviens sur les DHC. Hein. Bon, on a fait beaucoup de digressions. Je pense qu'il Oui. c'est pas inutile quand même de traiter le sujet du jour. La dimension spirituelle des DHC. Alors la dimension religieuse, puisque Jean-Charles va encore plus loin, il parle de dimension religieuse, il compare la DDHC aux 10 commandements, il compare les articles de la DDHC à des promesses chrétiennes. Hein, voilà. Bon. Alors, je pense que ça va beaucoup trop loin. Luc met un bémol en parlant de dimension spirituelle. Je trouve que c'est encore trop. Alors, tout dépend, on ne va pas le faire là. J'ai parlé du droit naturel, hein, pas de la DDHC. Alors, la dimension spirituelle de la DDHC, y a-t-il une dimension spirituelle dans la DDHC? Je pense que non, mais il faut d'abord définir ce qu'on entend par spiritualité. Voilà. Une fois qu'on a donné sa définition de la spiritualité, est-ce qu'elle s'applique, est-ce qu'elle peut s'appliquer à un texte comme celui de la DDHC? Voilà. On ne va pas traiter cette affaire-là, parce qu'il faudrait que je donne ma définition de la spiritualité, et rebelote, on va repartir sur les réunions du vendredi. Donc, pour moi, il n'y a pas de dimension spirituelle du tout. À plus forte raison, il n'y a pas de dimension religieuse. C'est vraiment un texte politique qui affirme, c'est vrai, et je le répète, en clé de voûte, 4 droits naturels qu'on ne discute pas, mais c'est tout. Luc, tu as parlé de la diabolisation de 1789. Alors, juste un mot là-dessus. Que dans les milieux monarchistes, il y a une diabolisation de 1789, c'est vrai. Ils n'ont pas digéré la décapitation, ils n'ont pas digéré la chasse aux prêtres réfractaires, nous sommes d'accord, mais c'est extrêmement minoritaire. Et je rappelle quand même que la fête nationale, c'est le 14 juillet. 1789, la prise de la Bastille. Donc, diabolisation de la 1789, je pense que ça, puisqu'on a parlé tout à l'heure de l'homme de la rue, de quoi il confond, je pense que là, l'homme de la rue ne diabolise pas 1789, loin de là. Alors, on a abordé ensuite un autre point extrêmement important. Quand on a parlé d'une DHC gravée dans le marbre, et que tu as dit qu'il faudrait qu'elle soit modifiable. Alors là, on ouvre un point extrêmement important. À partir du moment où la DDHC, c'est la Constitution, hein, et qu'il y a des articles de la Constitution qui permettent de faire des modifications constitutionnelles, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas modifier la DDHC. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a déjà dit dans d'autres cercles, et je pense qu'il faudrait qu'on appuie là-dessus, et même qu'on fasse un recours contre ça, enfin qu'on mette ça en débat, enfin qu'on communique là-dessus. La DDHC a besoin d'être modifiée. Voilà, ouais. Donc là, il y a un chantier extrêmement important. Et puis je terminerai sur cette affaire de morale collective. Et il s'agit de s'entendre sur le mot morale. Qu'est-ce qu'on met dans la morale? Si on met dans la morale, effectivement, ce que dit Jean-Charles, c'est la prétention à vouloir avoir entré dans l'intimité par la loi, d'entrer dans l'intimité, bien entendu, que c'est inacceptable. Bon. Morale collective, moi je l'entends au sens politique, c'est-à-dire au sens robespierrien, c'est la vertu. Je préfère. Alors, laissons tomber la morale. Y a-t-il une vertu politique? Alors, oui, si on fait de la politique. Si on fait de la politique, on doit affirmer des vertus. Faire de la politique, c'est avoir une juste analyse, etc. etc. Bon, ouais. Et donc, de ce point de vue-là, les principes politiques qui vont être énoncés dans une constitution ou dans une charte sont des principes qui doivent tous être empreints d'une certaine vertu, voilà. Bon, mais pas de religiosité. Alors la différence, je vais vous donner des exemples pour terminer, c'est que on a une religiosité dans la charte de l'environnement. On l'a très bien vu, on l'a dit et redit dans les 10 émissions que nous avons fait de critique argumentée de cette charte de l'environnement.
où on a dit, mais tout ça, c'est des prescriptions, c'est des prêches. Écoutez les enfants, si vous voulez être vertueux, il faut faire ceci, faire cela. Non, ça, c'est du prêche. Bon. On ne retrouve pas cela dans la DDHC. La DDHC ne fait pas des prêches. La DDHC, elle énonce vraiment des principes. Le principe de la liberté des uns s'arrête là, etc. Ça sont des principes qui sont mal écrits, qui sont volontairement mal écrits, pour qu'on puisse dire, pour qu'on puisse leur faire dire ce que l'on veut au moment voulu. L'article 10 qui dit la liberté d'opinion est absolue, virgule, sauf. Bien, bon, donc on est bien dans une liste de prescriptions juridiques et non pas dans un prêche religieux. Voilà, donc je termine sur cette affaire de morale collective. Morale collective, je pense que le mot est pas bon, faut pas. Moi, je me bats pas là-dessus. Je préfère ouvrir le débat sur y a-t-il une vertu en politique et comment peut-on la définir? Ce sera le mot de la fin. Merci, messieurs.